La lutte anti-drogue est en marche en Guinée-Bissau. La police a brûlé près de 2 tonnes de cocaïne provenant de Colombie. Le président angolais tient à sa promesse d'éradiquer la corruption. Le fils de l'ancien président Dos Santos sera jugé à partir du 25 septembre. Au Burkina Faso, la candidature de Kadre Désiré Ouédraogo à la présidentielle de 2020 se précise. Un mouvement de soutien a été lancé dans ce sens samedi. C'est à environ 25 km de la capitale Bissau, à Yaoundé, que 1947 kg de stupéfiants contenus dans plus de 1600 sachets ont été incinérés en présence du Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomes. La drogue dissimulée dans des sacs de farine avait été débarquée dans le port de Cayo. C'est là et à Kanchungo que la drogue a été saisie lundi. Nous pensons que la Guinée-Bissau n'est pas un narco-État. Le peuple bissau-guinéen ne mérite pas ce nom. Comme tous les autres États, malheureusement, on est touché par ce phénomène. Ils en profitent, disons, de la position stratégique de la Guinée-Bissau et un peu de la faiblesse de certaines institutions. 10 suspects, 3 Colombiens et 1 Malien et 6 Bissau-Guinéens ont été arrêtés depuis le début de l'opération. Celle-ci a été menée conjointement avec les services colombiens, brésiliens, américains et français. L'instabilité et la pauvreté ont favorisé l'implantation de narcotrafiquants qui utilisent cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest pour faire transiter la drogue entre l'Amérique latine et l'Europe avec la complicité présumée de hauts gradés. Ancien patron du fonds d'investissement souverain angolais, José Filomeno dos Santos est accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Il n'est pas seul. Parmi ses complices, on note l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Walter Felipe da Silva. La justice leur reproche d'avoir élaboré une gigantesque fraude qui lui aurait permis de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. José Filomeno dos Santos avait été placé en détention provisoire en septembre 2018 et remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier jusqu'à son procès. Il avait été nommé en 2013 par son père à la tête du fonds souverain, chargé notamment d'investir les importants revenus pétroliers du pays. Quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de João Lourenço, il avait été limogé de son poste en janvier 2018. Ancien cacique du régime dos Santos, Lourenço a surpris le pays en limogeant la plupart des proches de son prédécesseur à la tête des institutions, des entreprises publiques et de l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Symbole de ce nettoyage, la demi-sœur de José Filomeno dos Santos, Isabelle, a été évincée en novembre 2017 du poste de PDG de la compagnie pétrolière nationale, la Sonangol. Présentée comme la femme la plus riche d'Afrique, elle fait elle aussi l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. La famille dos Santos accuse aujourd'hui le gouvernement de son successeur de la persécuter. Bien que militant du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, le parti de Blaise Compaoré, Kadre Désiré Ouédraogo avait officialisé en février son intention de briguer la présidence. L'annonce de cette candidature avait suscité une polémique au sein du CDP, son président Edi Komboigo étant également pressenti pour être le candidat du parti. Désormais, c'est sans équivoque, CDP ou pas, l'ancien premier ministre de Blaise Compaoré sera candidat. En effet, 1 millier de personnes se sont réunies à Ouagadougou pour lancer Agir Ensemble, un mouvement destiné à soutenir sa candidature à la présidentielle de 2020. Le nouveau mouvement lancé a connu également l'adhésion de l'un des courants du CDP. Économiste de formation, Kadre Désiré Ouédraogo a été président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entre 2012 et 2016. Il a également été vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de 1993 à 1996 et ambassadeur du Burkina Faso auprès de l'Union européenne entre 2001 et 2011.
Le Burkina Faso organisera en octobre 2020 la deuxième élection présidentielle post-insurrection, après celle de 2015, remportée par Roch-Marc Christian Kaboré, également un ancien proche de Blaise Compaoré. Après plus de 7 mois d'emprisonnement, 92 personnes, dont Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et candidat malheureux à la dernière élection présidentielle de 2018, ont été présentés ce vendredi au tribunal militaire de Yaoundé pour être jugés pour hostilité contre la patrie, rébellion et insurrection. Disons que ces chefs d'accusation, nous les avons analysés. Et j'avoue modestement, humblement, que je n'ai trouvé aucune situation, aucun fait qui puisse être rattaché à ces infractions, à ces charges qu'on met sur la tête de nos clients. L'audience a à peine commencé. Pendaye Koka, l'ancien conseiller économique du président Paul Biya, s'est écroulé, témoigne de porte-parole de Maurice Kamto. Dans la confusion, l'audience a été suspendue, le temps de l'évacuer et de lui administrer des soins. C'est sans Pendaye Koka évacué vers un hôpital que le tribunal a décidé du renvoi de l'affaire au 8 octobre prochain. Pour le collectif des avocats, nos clients, 91, 92, concernés par cette procédure, n'ont rien à se reprocher. Nos clients n'ont commis aucune infraction qui mérite qu'ils soient là où ils se trouvent. Parce que si on commence à mettre les gens en prison parce qu'ils ont marché, ça veut dire qu'il faut se poser les questions sur la situation de l'état de droit au Cameroun. Pour rappel, ces opposants sont poursuivis pour insurrection, hostilité contre la patrie et rébellion, entre autres, à la suite des marches organisées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, peu après la présidentielle d'octobre 2018. Les accusés encourent la peine de mort, même si celle-ci n'est pas appliquée au Cameroun. Le début était comme la fin. La présidente a vidé le rôle et prononcé ensuite le renvoi. C'est vraiment assez curieux dans les usages judiciaires, parce que ça ne se fait jamais ainsi, c'est plutôt l'inverse. Mais c'était tout autant intéressant parce que ça montre le caractère extrêmement politisé de cette procédure, qui, comme nous le savons depuis le début, est pilotée depuis Etoudi, illégitimement occupée, Etoudi, et que dans ces conditions-là, on ne peut pas s'attendre à autre chose que ce que nous voyons. Donc les avocats ont plaidé aujourd'hui en faveur d'une salle plus confortable pour que les accusés, ne serait-ce que déjà les accusés et le public, puissent avoir accès de manière décente à ce qui se dit et voir ce qui se fait. Sur la foi de cela, il faut souligner ici l'extrême cruauté de ceux qui ont en charge ce dossier totalement piloté, parce que le conseiller Christian Pendaye Koka, sur la foi, je me base là sur la foi du diagnostic qui a été posé par les 2 médecins qui l'ont consulté, a eu un malaise très furtif, précisément à cause de la chaleur et de l'étouffement lié à la suffocation qu'on éprouvait dans la salle, qui est une vraie boîte de sardines. Et le caractère inhumain de la procédure vient justement du fait que des personnes, des êtres humains ont été parqués comme du bétail, serrés les uns contre les autres, sans possibilité y compris. Que s'agissant de la défense, elle est gonflée à bloc, parce que l'accusation bancale et boiteuse qui a été montée contre ces personnes, en tête desquelles le président est élu, va être, on va dire, humiliée sur le plan juridique. Ils vont subir une déculottée sans précédent. Maintenant, on leur laissera le plan politique avec les instructions et la décision qui sera finalement prise. Mais sur le plan du droit, ils perdront. Je crois que c'est un outil de travail, c'est un instrument pour tous les Maliens. C'est un mouvement, comme son nom l'indique. C'est vraiment pour débattre de tous les problèmes, interpeller quand il faut interpeller, faire des suggestions quand il le faut, pour que vraiment notre pays ait le grand temps d'arrêter cette saignée. Il est grand temps. Donc dialogue, c'est bon, mais dialoguer sur quoi et autour de quoi? Et ça, aujourd'hui, nous devrons pouvoir vraiment le faire. Si c'était moi, je n'allais même pas faire de TDR, parce que surtout, il y a à dialoguer. Il fallait peut-être laisser l'initiative au peuple pour définir lui-même le cadre et l'orientation qu'il donne au dialogue.
Mais si on veut nous mettre dans un carcan pour dire que bon, il faut dialoguer, mais ne parle que de ça, ça aussi, même malgré tout, hein, il est bon de dialoguer et je suis favorable au dialogue. À l'institution Saint-Jean d'Arc, pour l'année scolaire 2019-2020, la tenue autorisée se composera de l'uniforme habituel avec une tête découverte aussi bien pour les filles que les garçons. Autrement dit, pas de coiffure trop visible ou de voiles pour les filles, encore moins de casquettes pour les garçons. Voilà le nouveau règlement intérieur qui fait grand bruit. Nour est élève en classe de première. La jeune fille a été priée de sortir de la salle. Pour elle, c'est de la pire discrimination. Et je ne vois pas pourquoi nous, juste à cause d'un voile, on ne serait pas autorisé à travailler à l'école. Et je ne vois pas pourquoi ils regardent ce qu'il y a sur la tête, mais ils devraient plutôt regarder ce qu'il y a dans la tête. C'est vraiment comme si c'était de la discrimination et nous, on se sent humiliés. On n'a même plus envie de venir, même s'ils acceptent, on n'a même plus envie de venir dans cette école parce que ça nous a traumatisés, ça nous a dégoûtés. L'association des parents d'élèves de l'institution est en colère. Plusieurs fois, elle a rencontré l'école pour qu'elle revienne sur sa décision. Pour sa présidente, ce règlement est difficilement acceptable. Cette décision nous a paru injuste parce qu'elle concernait des enfants qui sont inscrits dans l'école depuis qu'ils sont tout petits, depuis le CP. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui en classe de première, de seconde, de première, de terminale. Et ces enfants ne comprennent pas qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont commis de grave pour mériter qu'elles ne fassent plus partie de l'école, de l'institution. L'école ne fléchit pourtant pas sur sa ligne. Dans une prise de parole, la proviseure de l'institution a fait savoir que la décision est irrévocable, tout en précisant qu'il s'agit de mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité. Au ministère de l'Éducation, on joue la carte de l'apaisement tout en restant ferme. Le ministère de l'Éducation nationale, je vous ai indiqué tout à l'heure, a été très clair pour dire que nous avons une école laïque, une école démocratique, et donc une école républicaine. En tout état de cause, nous privilégions le dialogue, nous privilégions la médiation pour que les esprits reviennent à la raison et que cette école soit préservée de ces perturbations-là qui sont, de mon avis, inutiles. En attendant une issue favorable, un groupe de parents d'élèves s'est constitué en comité école pour tous. Il envisage de porter plainte contre l'école. Fin de parcours pour Samuel Eto'o-Fils. Le lion indomptable range les griffes à 38 ans. Considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps, l'attaquant star du Cameroun prend sa retraite après avoir remporté les Jeux olympiques de 2000 et 2 Coupes d'Afrique des Nations avec le Cameroun, compétition dont il est le meilleur buteur historique avec 28 réalisations. Samuel Eto'o-Fils a également disputé 4 Coupes du Monde de 1998 à 2014 et a été élu 4 fois joueur africain de l'année, un record qu'il codétient avec l'Ivoirien Yaya Touré. Originaire du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils a grandi à Douala. Adolescent, il a vécu un certain temps sans papier à Paris, recalé par quelques clubs français avant de signer son premier contrat avec le Real Madrid. L'institution espagnole le prête 3 fois mais ne mise pas sur lui. Entre 2000 et 2004, le jeune homme explose enfin à Marjoc, mais c'est en Catalogne et en Lombardie que l'avant-centre vivra ses plus belles heures en club. Au total, Eto'o a marqué 359 buts en 718 matchs, toutes compétitions de clubs confondues, et compte 118 sélections en équipe nationale pour un record national de 56 buts. À l'heure de la retraite, Eto'o, qui œuvre en Afrique de l'Ouest à la tête de la fédération qui porte son nom, a déjà fait part de son rêve de devenir entraîneur et écarter toute ambition politique. À la mi-juillet, le président de la Confédération africaine de football, Ama Ahmad, avait annoncé qu'il deviendrait son collaborateur chargé des relations avec les fédérations et les confédérations.